dans un contexte se met-il en place, dans le contexte aujourd'hui qui est inédit. Donc, on verra du coup ce processus. Et enfin, Aude nous expliquera également quels sont les leviers qui sont à disposition des DRH, des personnes en prévention sur les RPS, les personnes qui sont aussi en prévention sur la santé au travail. Donc, quels sont les leviers dont on dispose aujourd'hui dans cette période Covid pour pouvoir mettre en place des plans d'action adaptés, tant pour les managers que pour les collaborateurs. À l'issue de cette présentation, eh bien, nous verrons un temps d'échange interactif. Donc, aujourd'hui, quel est l'effet de la période du Covid-19 sur l'épuisement professionnel? Donc là, je vais passer la parole à Aude. Donc effectivement, Aude, Covid, c'est une histoire à plusieurs chapitres, dis-nous en plus. Oui, tout à fait, c'est une histoire à plusieurs chapitres. On peut dire même que c'est un épisode, un scénario à plusieurs épisodes, du confinement à l'isolement et jusqu'au repli sur soi. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, cette chronologie. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait presque un an. Et oui, premier confinement, 17 mars 2020. On peut dire qu'au départ, on a vécu plutôt un stress aigu. On savait que c'était sur une durée limitée, donc il y a eu vraiment une suradaptation de nos ressources, une forte adaptation des salariés, et puis un nouveau rapport à l'autre, au travail, à la famille aussi. On peut énumérer quelques exemples, télétravail forcé, les gestes barrières, mais aussi d'un seul coup cette porosité vraiment vie personnelle, vie professionnelle, et puis également toutes ces injonctions paradoxales des médias et ces troubles anxieux qu'on a pu voir liés justement à la surinformation et puis surtout à la surconnexion des salariés, à la fois au travail, mais aussi face aux informations souvent contradictoires. Tout à fait. Et effectivement, moi-même, j'ai pu le constater puisque, eh bien, du jour au lendemain, on nous a demandé de prendre des dispositions pour assurer la santé des collaborateurs. Et le télétravail s'est vite imposé dans nos vies. Télétravail qui, au départ, était plutôt quelque chose de bien vécu et d'un seul coup était devenu forcé. Tout à fait. Et effectivement, des injonctions contradictoires avec que faut-il faire, quel est ce virus, comment entre-t-il dans nos vies, etc. Et qui a été effectivement un vrai sprint, comme tu le dis, Aude. Oui, oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que dès le début du premier confinement, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a eu une montée en flèche de l'anxiété. On peut vraiment aussi voir que c'était totalement légitime face à une situation extraordinaire, une situation que personne n'avait jamais vécue. Et en plus, on était face à une menace. On sait que l'humain, face à une menace invisible et quelque chose qu'il ne peut pas contrôler, va souvent développer une forme d'anxiété. Et puis, on a eu, oui, et c'est là où on voit qu'il y a vraiment une histoire à plusieurs étapes, une chronologie dans cette période. Le déconfinement. Cette période, elle a été marquée, on va dire, par une deuxième vague, plus d'incertitude. Ça a été vraiment sortir de chez nous. On peut voir que ça a été vraiment chez les salariés, on appelle ça le syndrome de la cabane, quitter la grotte, avec toutes les peurs que cela pouvait engendrer et tous les besoins des salariés en information par rapport aux gestes barrières, mais comment affronter les peurs sanitaires, mais aussi économiques par rapport à sa place. Donc c'est vraiment, on peut dire qu'à la période de la deuxième vague, qui est plus centrée lors du deuxième confinement en octobre, on a plus vécu vraiment le stress psychologique, avec toutes ses conséquences également physiques. C'est vrai que globalement, ce qu'on peut voir, c'est que les salariés ont dû faire preuve encore une fois d'une suradaptation de leurs ressources et d'une hypervigilance, que ce soit par rapport aux gestes barrières et par rapport à l'adaptation de leur travail. Et aussi, Aude, avec la mise en place souvent de l'activité partielle, qui est venue également être une nouveauté dans la vie du collaborateur,
où d'un seul coup, l'activité se ralentit, voire pour certains secteurs s'effondre, et l'employeur, pour préserver les emplois et préserver la santé de l'entreprise autant que faire se peut, dans ce scénario à rebond, eh bien, place les personnes en activité partielle au-delà du télétravail. Et là aussi, c'est une nouveauté qui vient renforcer en fait ce stress. Oui, c'était tout simplement, on peut dire que cette période est vraiment un amplificateur, un révélateur de toutes les tensions qu'on peut vivre dans l'organisation, avec toutes les peurs que cela peut engendrer, pas seulement les peurs sanitaires. C'est vrai qu'au printemps, le confinement était vraiment perçu comme un événement particulier, un effort collectif, solidarité collective, c'était nouveau. Et puis, bien sûr, ce qui s'est produit, c'est qu'on a vu cette période rentrer dans une durée avec plusieurs épisodes, avec des injonctions paradoxales. Donc, souvent, les salariés se sont retrouvés seuls, sans pouvoir aussi se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans justement l'amplification de l'épuisement des salariés. Donc, pour faire simple, un an plus tard, on se retrouve dans une crise sanitaire qui est toujours présente et qui rythme nos vies. Et on peut dire que, quand j'ai parlé de sprint tout à l'heure, sur la période du confinement, où on a dû se suradapter très rapidement, là, on est sur un marathon. Alors, le marathon, on sait qu'il a une durée, normalement, mais là, on est sans durée de fin. Donc, c'est un stress qui se prolonge, un stress chronique. Et on sait que là, on entre dans une période où il y a souvent un épuisement des ressources vitales. De plus, souvent, face à des efforts, à un stress, l'individu a besoin de ressources pour pouvoir faire face. Et aujourd'hui, les activités de ressourcement avec le couvre-feu sont limitées. Et donc, il y a également une perte de sens par rapport à une journée de travail, lever, travail, coucher, avec l'impression de vivre la même journée qui se répète. Et bien sûr, une récupération d'énergie qui est vraiment amoindrie. Et c'est là où la question de la prévention pour soi et dans l'entreprise va être très importante à aborder. Et comme tu le dis, Aude, en plus, nos ressources, nos moyens de ressourcement dans nos vies personnelles ont également été très limités. Parce que les accès aux salles de sport, malheureusement, sont fermés. Les déplacements ont été très limités. Et tout ça, c'est vraiment une des nouveautés devant lesquelles l'individu doit faire face. Et du coup, comme tu le dis aussi, c'est que quand on a une deadline, on sait qu'au-delà de cette deadline, on va avoir un rebond. Et ce qui est très perturbant dans ce contexte, c'est qu'en fait, c'est un marathon sans durée de fin et où il faut sans cesse faire preuve de résilience et s'adapter. C'est exactement ça. C'est pour ça que l'individu doit faire preuve de créativité dans son travail, mais aussi pour soi, par rapport à cette grande vigilance. Et c'est ce qu'on va voir justement dans le processus d'épuisement. Tout à fait. Puisque tu nous parles de processus, on a décrit un peu le contexte, quel est vraiment l'impact Covid dans nos quotidiens et dans nos quotidiens professionnels. Aujourd'hui, comment je peux détecter, Aude, cet épuisement sur la santé de mes collaborateurs, sur aussi nos propres santé, parce que personne n'est exempt dans cet environnement. Comment ça se met en place, du coup, dans un contexte aussi inédit que le Covid? Oui, tout à fait. Non, mais c'est très, très important. Alors déjà, un petit mémo qui nous appelle à une grande vigilance, chacun de nous, c'est les 3 S. Stress prolongé, là, tout bonnement, on est tout à fait dans cette période d'une situation extraordinaire qui perdure. Suractivité, on a vu que beaucoup de salariés sont souvent en suractivité, en surconnexion et en déconnexion sociale, donc moins de soutien social, plus de connexion avec un stress aigu et puis souvent avec un impact fort sur le sommeil. Donc les 3 S sont un bon signal et je vais le développer, mais pour voir. Alors déjà,
Oui, comment définir, hein, oui, c'est l'épuisement professionnel, hein, parce que en quelques mots, hein, on voit que l'épuisement, c'est aussi complètement bien illustré avec cette bougie quelque part qui se consume des deux côtés. Comment on arrive à cet état de combustion en fait? Oui, combustion, c'est vraiment le mot, hein. D'ailleurs, l'image le montre. Moi, j'aime bien ce que définit l'OMS, qu'il rattache spécifiquement l'épuisement à un stress chronique lié au travail. Parce qu'il existe beaucoup de définitions sur l'épuisement. Et j'aime aussi le fait d'aborder l'épuisement sur le côté déséquilibre. C'est-à-dire que c'est un déséquilibre entre l'énergie individuelle investie dans le travail et la capacité de récupérer cette énergie. Donc ça, c'est très important, hein. Ça rejoint un peu la définition du stress sur les ressources pour faire face aux contraintes de l'activité. Mais là, on voit que l'énergie que la personne investit dans le travail doit être récupérée, hein, et elle doit trouver des ressources, que ce soit extérieures ou en elle, pour pouvoir faire face. Et c'est là où l'épuisement peut arriver. Donc c'est pour ça qu'on parle de 3 dimensions, hein, qui caractérisent l'épuisement. Il y a bien sûr la dimension émotionnelle de l'épuisement. Une autre dimension qui me semble importante, c'est la déshumanisation des relations, une forme de cynisme, hein, qu'on voit, et une diminution et perte d'efficacité professionnelle. La dimension émotionnelle, souvent, alors chacun va le vivre différemment, hein, l'épuisement, puisque c'est un processus, mais souvent elle arrive, c'est la première étape, souvent cette fatigue, cette hyper-émotivité, hein, cette irritabilité. Il y a encore beaucoup de signes qu'on verra tout à l'heure. Puis déshumanisation des relations, hein, c'est une forme aussi d'automatisation dans les réponses, hein, qu'on va donner. Une espèce on n'est plus capable d'entrer en relation vraiment, ou de faire face justement aux demandes des clients, des collaborateurs. Et donc, en fait, ce contexte de digitalisation, c'est à 100% de nos journées, où on est derrière un Teams, où on est derrière effectivement nos ordinateurs, ou un téléphone, mais c'est plutôt du Teams ou du Skype, hein, en fonction, et bien sûr, des outils digitaux qu'on utilise dans nos sociétés, a été vraiment quelque chose qui a déshumanisé et distendu complètement le lien social entre les collaborateurs et l'individu, quoi. Oui, complètement. C'est pour ça que là, on est dans une surconnexion qui a provoqué une déconnexion sociale, et c'est pour ça que les entreprises doivent vraiment travailler sur cet effort de collectif pour justement prévenir l'épuisement. Et ce qu'on peut voir également dans la troisième dimension, c'est la diminution et la perte d'efficacité professionnelle, et qui n'est pas forcément toujours facile à vivre, hein, on va le voir, mais il y a toujours présent dans ce processus d'épuisement une forme de déni, hein, face aux signes d'épuisement. Et la personne qui le vit n'est pas forcément celle qui sera le plus capable de le voir, hein, d'où l'importance de prévenir. Et c'est vrai que là, la personne, malgré son investissement dans le travail, va commencer à ne plus être suffisamment efficace, qui risque d'engendrer aussi une perte d'estime de soi, hein, puisqu'on va voir dans les signes qu'il peut y avoir des erreurs, des problématiques cognitives, de concentration et autres. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui arrive tout de suite, mais on est dans un processus, hein, vraiment. Alors du coup, est-ce que tu peux nous donner des pistes? Oui. Voilà, moi je suis manager, comment je peux détecter les signaux faibles? Parce qu'effectivement, comme tu dis, quand on est dans le déni, c'est pas quelque chose qui va être criant. L'émotion non plus sur le lieu de travail est rarement quelque chose qui va s'exprimer. Et encore plus quand on est à distance et en digital, on a un biais qui est à travers l'écran, où effectivement le langage non verbal qu'on pouvait avoir, il va être quand même tronqué au niveau du buste. Et donc, on perd quand même cet échange avec l'autre, cette connexion avec l'autre. Donc, comment je vais pouvoir trouver mes signaux faibles et forts de l'épuisement professionnel, tant de soi que de mes collaborateurs, pour que cette interconnexion puisse demain
se refaire de façon beaucoup plus fluide et qu'on prévienne un peu plus tard, on verra, hein, cet état d'épuisement. Oui, oui, mais c'est une très très bonne question parce que c'est pas toujours simple, hein, parce que cette question de l'épuisement, surtout en ce moment, elle nous questionne à la fois sur soi et sur nos collaborateurs, parce qu'il faut toujours avoir cette grande vigilance aussi pour soi. Et souvent, on a une forme de banalisation des signaux de fatigue, hein. Ah ben, c'est normal d'être fatigué dans cette période, hein, c'est quand même stressant. Je vais pas me plaindre, hein, surtout moi pour avoir accompagné des personnes qui travaillent, que ce soit dans les hôpitaux ou autres, qui sont dans la relation d'aide, qui sont encore plus dans un déni parfois, parce que je ne vais pas me plaindre par rapport à ceux qui souffrent vraiment. Et donc c'est là où ce mécanisme de déni s'installe, et on a tendance à pas forcément bien identifier ces signaux. Donc c'est vrai que il y a des signaux émotionnels qui sont plus justement avec ce sentiment d'impuissance, de perte de confiance en soi, de pessimisme, qui peuvent être tout à fait normales dans une période comme on vit, mais quand ça persiste dans le temps et qu'on voit qu'il y a une détérioration, hein, c'est là où il faut quand même être vigilant. Et puis, c'est une combinaison, hein, comme pour la dépression, même si c'est différent, il faut être vigilant aux différents signaux. Il y a une combinaison de plusieurs signaux. Au niveau fatigue, il y a une fatigue physique, pardon, il y a une fatigue générale. Ça peut être des maux de tête, de dos, de tension musculaire, de troubles du sommeil. Chacun peut réagir différemment, hein. Au niveau cognitif, hein, on l'a vu tout à l'heure, des difficultés de concentration, des erreurs, hein, au niveau du travail qui sont plus présentes. C'est-à-dire qu'une personne va rester au travail plus longtemps, ou travailler même en télétravail plus longtemps, mais sans donner une efficacité optimale. Et ça, c'est un bon signe, parce que souvent, elle rentre dans un cercle vicieux, parce qu'elle est de plus en plus fatiguée et elle voit qu'elle ne peut plus donner le rendement nécessaire. Ça, c'est un bon signal aussi pour les collaborateurs. Et puis au niveau relationnel, beaucoup plus souvent d'agressivité, d'isolement. Alors c'est là où c'est pas forcément très facile aujourd'hui à voir, puisque tout le monde est souvent en isolement, mais c'est évident qu'une personne qui met jamais sa webcam peut être un signe. La personne qui va éviter, hein, tout contact, ou tout ça, c'est à prendre en compte. La baisse de l'empathie, hein, quand on a parlé de cynisme, hein, c'est très important à prendre en compte également. Vous voyez qu'il en existe beaucoup, et motivationnel aussi, hein, lié à l'attitude envers le travail. La question du sens, la perte de sens, hein, on ne se reconnaît plus dans son travail. Ça, c'est un signal fort aussi, des engagements, bien sûr. Mais tout ça, c'est un aller-retour vis-à-vis de soi et des autres qu'il faut faire. On le verra un peu plus loin sur les actions à mettre en place. Alors, fort de ces constats, hein, qui sont aussi liés, hein, à tout ce contexte où effectivement, eh bien, le travail s'est invité à la maison. Oui. Du coup, au-delà du contexte, voilà, Covid assez anxiogène, le travail s'invite à la maison. La barrière a complètement sauté entre les horaires dédiés d'habitude à la vie familiale et à la vie professionnelle, est en place, hein, et du coup, comme tu l'as dit, donc, on a ce processus, un processus qui va donner des signes, des signaux, mais dans le fond, dans mes populations, ou même moi, dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas des personnes que tu estimes peut-être plus à risque, où il va falloir être plus en vigilance? Oui, ben, je dirais oui, déjà. Alors, je vais quand même dire que chacun peut être impacté. Je pense qu'on est tous d'accord. Aujourd'hui, on peut tous être impactés par l'épuisement. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus à risque. Ça, il ne faut pas le nier. Et j'ai pu l'observer en intervenant en formation sur ces sujets. Alors souvent, ce que j'ai pu voir, c'est que c'était des personnes qui étaient extrêmement motivées et investies dans le travail, hein, qui avaient des idéaux de performance et de réussite importantes. Également des personnes qui avaient des difficultés, ou qui ont des difficultés à poser ses limites. Alors surtout dans un contexte de surcharge, c'est important, et encore plus dans une période comme que l'on vit aujourd'hui,
il est très important de pouvoir mettre ses limites. Et l'épuisement, ce n'est pas l'expression de l'engagement. Donc, vigilance, vigilance. Et les personnes liant l'estime de soi à ses performances professionnelles. C'est-à-dire qu'ils peuvent se dire, ben moi, j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas été assez bon. Alors que de se dire, ben, c'est parce que les objectifs étaient peut-être trop élevés ou que dans le contexte de la situation Covid, ben, c'était difficile, ils vont avoir beaucoup de mal à se le dire et ça peut les amener à rentrer dans la spirale et le processus de l'épuisement. Alors bien sûr, les personnes dans le déni des signaux de fatigue, donc ça c'est important hein, de pouvoir s'autoriser à être fatigué et à prendre du temps, des respirations, des moments de pause, de respiration. Et puis, avec des croyances limitantes importantes, bah oui, genre, je suis fort, je peux y arriver, même pas peur, il y en a d'autres. Hein. Mais ça, c'est à travailler et à assouplir. Et puis l'effet Covid, hein, l'effet Covid, il amplifie, c'est un amplificateur. Donc il y avait des personnes qui étaient déjà en fragilité avant la crise sanitaire, que ce soit par rapport à des situations dans le travail ou dans leur vie personnelle. Et l'effet Covid a eu un effet d'amplification voilà, des signaux de fatigue chez eux et de mal-être. Donc voilà, rappeler. Hein, et en synthèse, donc. Ouais. Comment synthétiser cette slide? Ben oui, donc on peut déjà se dire que chapeau à tous d'avoir traversé tout ça déjà. Je suis en train de me le dire à moi-même. Et qu'aujourd'hui, ça nous demande d'être encore plus vigilants par rapport aux signes d'épuisement. Donc il y a vraiment un beau défi à relever. Ok. Donc dans le fond, on est dans un mauvais trip, un mauvais film. Oui, c'est pas mal ça, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup en face de séries sur Netflix, hein, souvent avec des scénarios apocalyptiques qui, après nos journées de travail, ne nous donnent pas forcément toujours la joie. D'où l'importance de regarder des films Disney, hein, ça fait beaucoup de bien. Ça, donc voilà. Et donc le ciné, oui, le ciné c'est un mauvais scénario Covid-19 qu'on pourrait se faire parce qu'on a tous aussi une projection par rapport à ses propres peurs. Ce qui est intéressant justement sur la projection de son propre film, c'est que le Covid-19, on peut dire qu'il nous fait travailler sur justement le contrôle, puisque c'est une situation où on perd le contrôle d'une situation, hein, puisqu'on ne sait pas. Encore un an après, hein, on n'a pas forcément de prévision sur comment la situation va se dérouler. Donc une situation, hein, le I, c'est imprévisible, et toujours imprévisible aujourd'hui. Et puis toujours cet élément que l'humain n'aime pas forcément trop et qui peut le mettre en déséquilibre, c'est la nouveauté. Hein. La nouveauté de la situation qui demande une suradaptation des ressources et l'effet précipice. Et puis l'atteinte de l'ego, le E d'ego, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais face à cette vulnérabilité, que ce soit face à la mort, face aux peurs, mais aussi face à ma place dans l'entreprise, que ce soit au niveau des peurs liées à son emploi, à qui on est et ce qu'on a envie de faire aussi. Donc c'est multiplicateur, c'est tout ça, c'est des coefficients qui peuvent accroître l'épuisement. Ok, donc Aude, on a vu effectivement ce contexte. On a vu également quels sont les signaux qui peuvent nous alerter, nous les managers. On a vu un film qui était en train de se dérouler. Alors comment on peut faire que cette fin quand même de film soit heureuse et qu'on ait une happy end? Donc avec nous quelques pistes hein, pour nous donner des leviers hein, pour une politique de prévention avec des actions qui peuvent éventuellement être adaptées hein, tant pour le manager que pour le collaborateur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces leviers? Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important, parce qu'on est tous, et ça je tiens à le dire, on est tous acteurs de la prévention pour moi. C'est-à-dire qu'on est déjà les principaux acteurs de notre propre épuisement.
donc on est acteur pour soi. Et on a une responsabilité vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis de l'entreprise, d'être vigilant. Et puis, que ce soit nous, le collègue, le responsable, on a tous un rôle à jouer à son niveau de responsabilité. Donc ça, c'est très important sur l'épuisement de le dire. Comme pour les risques psychosociaux, il est important dans un premier temps, pour pouvoir travailler sur ces questions de l'épuisement professionnel dans l'organisation, c'est de sortir du déni. Voilà, ça c'est un premier point. Il y a quelques années, on abordait le stress et sortir du déni par rapport au stress. Aujourd'hui, moi je trouve que le sujet du moment, en tout cas, qui me semble extrêmement important si on veut que les organisations soient en bonne santé et tiennent toujours le coup et gardent de l'énergie pour pouvoir surfer sur ces différentes vagues, eh bien, c'est d'agir en prévention, mais primaire, c'est-à-dire qu'il faut agir le plus en amont possible. Et pour ça, il faut être en mesure de sortir du déni et de détecter les signaux dans l'organisation, au niveau des collectifs de travail et au niveau de l'individu. Donc, ça se fait ces trois... voilà, comme pour les risques psychosociaux, dans l'organisation, on a des signaux au niveau du collectif et au niveau individuel. On sait également aujourd'hui que le télétravail, que cette situation est un amplificateur d'épuisement. Donc c'est à nous aussi d'être à même de pouvoir être très vigilant, qu'il y ait vraiment un filet de sécurité, on va dire, autour des collaborateurs. Pour ça, donc prévenir, former et sensibiliser. Mais oui, je dirais que c'est ce que vous faites là, pour ceux qui sont ici aujourd'hui. La formation me semble importante et la sensibilisation, les managers, les RH, les instances représentatives du personnel, l'ensemble des collaborateurs, à la détection, à l'accompagnement des collaborateurs à risque ou en épuisement dans un contexte de travail à distance. Un point aussi important, c'est bien sûr d'accompagner les collaborateurs et les managers vers leurs ressources. Peut-être aussi, pour prévenir aussi l'épuisement, il va falloir aussi autoriser l'expression des émotions. Souvent, c'est un point qui est important. On voit que les collaborateurs qui se sentent autorisés à exprimer leurs émotions quand ça ne va pas ou vont avoir beaucoup plus de facilité à prévenir ces signes. Donc, le premier point, c'est prévenir. Ah oui, prévenir. Avec un point d'entrée, le manager. Ben oui, le manager. Alors, il a souvent l'impression qu'on lui met tout sur le dos. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que pour lui-même aussi, c'est-à-dire que le manager, c'est un acteur de la prévention de l'épuisement pour lui-même et pour son équipe. Il doit être bien sûr en vigilance vis-à-vis de ces signaux pour ne pas amener trop de stress à ses collaborateurs. Mais c'est vrai que ce que je trouve intéressant pour le manager, c'est de le sensibiliser et de le former pour comprendre aussi le processus d'épuisement dans le contexte Covid, parce que en effet, c'est quand même une période très particulière qu'on vit. C'est pas anodin du tout, surtout que la période perdure. Et elle risque de perdurer. Alors, je suis quelqu'un d'optimiste, mais il y a tous les indicateurs qui sont là pour annoncer que cette période va durer. Donc, il va falloir vraiment s'outiller un maximum. Et puis, que le manager puisse vraiment objectiver le contexte d'incertitude lié à la crise sanitaire. Les collaborateurs ont besoin de sens aujourd'hui. Il y a une perte de sens immense. Bon, déjà, de se retrouver en télétravail sur leur métier, ils peuvent trouver déjà une perte de sens dans ce qu'ils font. Donc, il va falloir aussi redynamiser tout ça et analyser les besoins des collaborateurs pour les orienter vers les ressources. Ok. Alors, on a vu le manager, il y a aussi d'autres acteurs dans l'entreprise, donc c'est les ressources humaines, qui peuvent être aussi des relais afin d'engager effectivement l'entreprise dans une démarche de prévention globale. Oui. Donc, effectivement,
Le rôle des RH, ça va être d'identifier les facteurs, hein, bien sûr, quand on les connaît, tels que et ce webinaire et les formations viendront effectivement aussi sensibiliser les ressources humaines pour bien comprendre ce qu'est ce processus d'épuisement dans l'organisation, comment il s'exprime dans l'organisation, et du coup d'être beaucoup plus pertinent dans une démarche de prévention collective de risque d'épuisement dans un contexte de travail à distance qui aujourd'hui est le quotidien de beaucoup de sociétés. Tout à fait. Donc on a un CRH à former, à informer sur des indicateurs de risque d'épuisement, sur des signaux faibles également qu'on a commencé à voir ensemble d'épuisement, et puis du coup de pouvoir ouvrir des lieux, des espaces qui permettront l'expression de l'émotion, peut-être du découragement, qui peut être aussi l'émotion qui va arriver, et d'oser dire, mais dans un lieu sécurisé, confidentiel, avec des professionnels, bien sûr, qui ont l'habitude d'accueillir ce genre de choses, pour arriver sur vraiment une meilleure qualité de vie au travail, qui est à complètement réinventer, puisque avant, évidemment, Covid, on parlait de qualité de vie au travail, mais là, qui arrive sur d'autres notions. Et donc, c'est vraiment aussi via les ressources humaines, en étant formé et en ayant cette connaissance. Et Aude, donc sur la formation, je te laisse également poursuivre. Oui, tout à fait. C'est vrai que former, sensibiliser, c'est très important. C'est un point important de la prévention. On est dans à la fois la prévention primaire, secondaire et puis l'accompagnement pour détecter l'épuisement par vraiment la détection des signaux organisationnels, collectifs et individuels. Mais c'est vraiment important de pouvoir aussi se former au questionnement pour pouvoir à la fois mener des entretiens face à des personnes à risque d'épuisement avec des questionnements très simples. Le salarié se plaint-il de manquer d'énergie pour accomplir son travail? Fait-il part de problèmes de concentration, comme on a parlé de signes au niveau cognitif, de manque de disponibilité mentale au travail? Au niveau émotionnel, on a vu que c'était souvent l'irritabilité, mais est-il facilement irritable? Sur toutes les questions également, c'est pour ça que la formation est importante au niveau de l'estime de soi. On sait que dans le processus d'épuisement, souvent la personne dévalorise le travail qu'elle accomplit, donc dévalorise-t-il le travail qu'il accomplit, sa propre efficacité, ses compétences, et manifeste-t-il des signes de désinvestissement professionnel? C'est quelques exemples, mais ce qui est important vraiment, c'est de pouvoir parler de ce sujet ouvertement. On n'est pas des super-héros, surtout aujourd'hui. Dans cette période où on met le masque, encore une fois, ça doit nous demander d'être encore plus authentique et de lever un autre masque, voilà, pour montrer aussi nos fragilités qui peuvent être transformées et un vecteur puissant de nos capacités à agir une fois qu'on l'a exprimé, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors du coup, accompagner, quel levier du coup personnel mobiliser? Oui, parce que c'est vrai qu'on a fait des allers-retours entre soi et les collaborateurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça demande encore plus de vigilance. C'est vrai que je me répète, mais c'est tellement important de vigilance vis-à-vis de soi. C'est pour ça qu'on l'a noté, l'essence de soi, puisque pour avancer, on a besoin de carburant. Et dans cette période qui est une période qui amplifie les difficultés et qui peut amplifier les signes d'épuisement, on a encore plus besoin d'être à l'écoute de l'essence de soi pour avancer, notre propre essence. C'est-à-dire la question fondamentale à se poser au niveau des organisations, des collectifs et au niveau personnel, c'est comment garder l'équilibre dans cette période de déséquilibre. Et ça, c'est important puisque on l'a vu depuis un an, souvent nos ressources extérieures sont amoindries. On ne peut plus forcément aller boire un verre, non, on ne peut pas d'ailleurs aller boire un verre avec nos copines pour parler de la pluie et du beau temps, et ça fait du bien, c'est une vraie ressource. Mais aujourd'hui, on va vraiment réfléchir sur nos ressources internes. Qu'est-ce qui me fait du bien? De quoi j'ai besoin aujourd'hui pour pouvoir bien travailler?
C'est face à une période d'impuissance, puisqu'on est confronté à l'impuissance avec cette période Covid, comment retrouver mon pouvoir d'agir? Sur quoi je peux agir dans mon travail, dans ma vie personnelle? Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait à la fois dans l'organisation, au niveau des collectifs de travail, mais aussi l'individu dans sa vie de tous les jours. C'est une façon de construire un peu sa feuille de route, sa boussole interne. Encore plus qu'aujourd'hui, il est nécessaire de se réveiller le matin en faisant un petit check-up, son thermostat intérieur, comment je vais aujourd'hui, et être vraiment à même de pouvoir justement savoir comment est notre thermostat pour être, voilà, là aujourd'hui tu n'es pas forcément en forme, tu vas être plus vigilant, ou peut-être que tu auras besoin d'aller te faire plus de pauses ou d'aller prendre l'air pour te ressourcer, pour justement récupérer cette énergie pour pouvoir faire face aux défis de ta journée. Quel est mon moteur au travail? Ça, c'est important. De quoi ai-je besoin pour bien travailler? Ça, je l'ai dit. Mes sources d'équilibre. Mes sources d'équilibre sont plus que nécessaires. Et c'est vrai que là, on est encore plus confronté à ces ressources internes. Donc, il faut quelque part être un haltérophile de ces ressources internes. Il faut muscler ces ressources et ne pas hésiter à justement prendre un temps quand on peut le faire pour méditer, pour marcher dans la nature, pour se reconnecter à soi. En gros, c'est prendre l'air, c'est le A de aspiration, le I d'inspiration et le R de respiration. C'est vraiment être en mesure de prendre l'air. Et aujourd'hui, le printemps commence à montrer un petit peu quelques signes et c'est le moment de sortir de son écran de temps en temps. Donc en fait, Aude, dans ce chapitre, en fait, accompagner après avoir été formé, c'est aider le manager à donner cette autorisation de lâcher prise auprès du collaborateur, et puis aussi cette autorisation qu'on se donne à soi-même de lâcher prise sur cette situation qui nous dépasse, mais devant laquelle on doit faire face malgré tout. Oui, c'est ça, c'est quelque part... on a besoin aussi de se donner des autorisations. Moi, ce que j'ai remarqué pour des personnes qui travaillent en télétravail, elles s'autorisent encore moins de pauses que si elles étaient au travail. Donc, on est quand même super, on n'est pas forcément les juges les plus sympas avec soi-même. Donc, ne pas hésiter justement à adoucir un petit peu, assouplir nos exigences vis-à-vis de soi-même. Je trouve qu'il y a vraiment, il y a le manager, il y a la hiérarchie, mais il y a aussi la façon dont nous, on est avec soi-même face au travail et cette exigence qu'on a vis-à-vis de soi. Et ça, c'est un élément important pour aller dans la durée. Si cette crise perdure encore longtemps, il faut qu'on tienne le coup et qu'on fasse preuve de créativité. Et pour ça, il faut qu'on soit en forme. On a de l'énergie pour avancer, du carburant. Tout à fait, et qu'on ait cette prise de conscience. Je suis sûre que sur toutes les personnes qui nous écoutent cet après-midi, qui nous ont rejoints, je les invite à regarder, je suis sûre, leur agenda Outlook. Et est-ce que déjà, tout simplement, certaines d'entre elles se mettent des petits créneaux de 10 minutes entre les réunions, ou est-ce que la journée, elle est de bleu du bout en bout d'Outlook? Ça, c'est vraiment un signe, mais absolument, en termes de prise de conscience, encore une fois, moi-même, j'avoue que parfois, quand je regarde mon agenda, je me dis, oula, attention, mais cette prise de conscience pour soi-même doit aussi être dans la bienveillance pour l'autre, et du coup, dans le management, c'est ça aussi à quoi sert cette formation et cet accompagnement. C'est des petits détails, des petits ajustements où ce télétravail, dans le fond, eh bien, il faut l'adapter, l'adopter et du coup le comprendre dans ses effets au quotidien sur nos équipes et sur nous-mêmes. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a un isolement réel des gens actuellement, donc il y a vraiment un besoin de se remettre dans le collectif ensemble. Donc voilà, donc
plus que jamais, hein, la Oui, période plus que actuelle. jamais. D'ailleurs, oui, Nous devons être vigilants, hein, vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. oui. Quand on voit Oui, effectivement tous les impacts que ce Covid a sur nous. oui, Et donc, je oui. te laisse poursuivre. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que là, on aborde des points qu'on se répète, mais c'est comme un, je dirais, c'est important de le dire et le redire parce que c'est quelque chose dont on n'a pas été habitué quelque part, hein. Que ce soit dans le travail où on nous demande d'être performant. euh, Aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on identifie et qu'on exprime nos limites par rapport au travail, par rapport justement aussi à cette porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et qu'on puisse justement travailler sur justement ces croyances en se disant, ben, bien sûr que on compte sur moi au niveau du travail, et bien sûr que mon travail est important, et je vais tout faire pour le faire le mieux possible. Mais je peux aussi compter sur les autres aujourd'hui. Et c'est vrai que les personnes qui sont dans la relation d'aide, que ce soit les métiers des ressources humaines, mais pas seulement, hein, au niveau relations clientèle ou autres, sont encore plus impactées aujourd'hui, hein, parce qu'il y a toujours cette vigilance vis-à-vis des autres, au détriment parfois d'eux-mêmes et de leurs propres signaux. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, si aujourd'hui le message peut passer également pour les personnes qui sont au niveau des ressources humaines, un petit message, Catherine, mais c'est important. Et puis, prendre conscience des émotions, là aussi, il y a un beau travail à faire dans l'entreprise. On sait que l'exigence émotionnelle peut amplifier, hein, l'épuisement. Donc, il y a vraiment aussi une autorisation à donner de pouvoir exprimer ses émotions sans partir vraiment trop dans l'émotionnel, mais au moins de dire comment on va, et d'être à l'écoute de ses besoins pour pouvoir avancer au niveau de l'organisation des missions. Donc, et puis, cette observation des signes d'épuisement est très importante parce que c'est un processus, comme on l'a dit, hein. Il y a plusieurs étapes et ça peut s'inscrire dans une durée de temps très importante. Et ce qu'on voit au niveau des signes d'épuisement, c'est que souvent il va y avoir des systèmes de défense comme le déni, mais aussi l'automédication, la suractivité, etc., qui vont essayer de camoufler un petit peu l'épuisement. Donc il faut sortir du déni et puis aussi être en observation de nos façons de fonctionner face à nos addictions, hein. C'est-à-dire que ça peut être aussi l'hyperconnexion. Le work alcoolique. Ah oui, oui, il existe, et là il se cache avec le télétravail encore plus. Oui, exactement. Donc, en conclusion, hein, de ce webinaire, nous touchons effectivement à la fin de ce premier échange, hein. Donc, le but de la formation, le but de cette prise de conscience que Aude a essayé de vous décrire rapidement, hein, c'est vraiment comment redonner du sens, de la confiance pour transformer la crise de Covid en opportunité, parce que c'est vrai qu'on a parlé du télétravail comme étant un facteur d'isolement, comme étant un facteur de désolidarisation, mais en même temps, le télétravail est quand même quelque chose d'assez attendu par les collaborateurs. Mais c'est toujours pareil, le curseur doit être trouvé et du coup, l'accélération et le fait d'avoir fait sauter peut-être aussi des freins dans des directions générales par rapport au télétravail, eh bien aujourd'hui on doit repartir sur plutôt un équilibre et où le transformer ce Covid en opportunité pour sortir du déni, pour avoir un socle beaucoup plus solide. Et pour ça, eh bien c'est comprendre ce qui se passe aujourd'hui, comprendre la situation dans laquelle tout collaborateur, même les managers, sont plongés, en prévenant cet épuisement. Oui, bien sûr. Comme on vous a apporté quelques pistes de réflexion, en formant, parce que la formation, c'est un outil extrêmement puissant
dans ces périodes chamboulées où on n'arrive plus à comprendre exactement ce qui se passe et du coup à être plus en proactivité, mais là on est vraiment dans le fait de subir et d'accompagner les acteurs, que ce soit le management, que ce soit les ressources humaines, mais on peut aussi aller chercher des ressources avec le médecin du travail en extérieur, qui aussi souvent proposent des appels à des psychologues. Et donc, ce premier tour de piste de l'épuisement professionnel en période de Covid, si vous souhaitez aller plus loin, bien sûr, il y a une proposition de formation qui peut aller compléter cette première approche que Aude, effectivement, anime. Et notamment où elle peut vous donner des mises en situation, des petits jeux de rôle pour dédramatiser certains signaux faibles qui sont là, qui sont présents. Vous pouvez détecter, vous ne reconnaissez pas complètement votre collaborateur. Et puis aussi accompagner les managements, les RH, que ce soit dans des différents secteurs, qu'ils soient publics, privés. Je pense qu'on est tous aujourd'hui plongés dans cet univers Covid et on doit tous quand même réagir. Et ce webinaire va vous être demain envoyé par mail si vous souhaitez le revoir également à tête reposée, vous réinspirer de cet échange qu'on a eu avec Aude et avec vous. Et puis, bien sûr, avec une proposition de la formation si vous avez évidemment envie d'aller plus loin. On a vu passer des questions dans le pendant de cette formation et de cette proposition de webinaire. On vous proposera également la suite, une suite qui sera animée par deux autres intervenants. Et donc, où on se posera la question, on verra sur comment manager en période de Covid. Et ce webinaire, on vous invitera donc le 25 mars, si vous êtes disponible, à le rejoindre à 11 h. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous informer si vous êtes intéressé, mais vous aurez toutes les informations dans le petit mail, bien sûr, qui vous sera adressé demain. Alors, quelques petites questions. Pourquoi pas? Alors, juste un petit point, je voulais dire, surtout, il faut réinsuffler aussi une émotion qui n'est pas suffisamment présente aujourd'hui, c'est la joie. Voilà, je voulais juste le redire, la joie est très importante aujourd'hui et il faut essayer chaque jour d'avoir quelques moments de joie pour avancer, c'est un vrai carburant. Oui. Et alors, juste également, parce qu'effectivement, il y a une personne qui nous a indiqué, n'oubliez pas les personnes en charge de l'hygiène, sécurité, santé au travail, mais on en a parlé, j'ai bien dit que c'était les préventeurs de la santé au travail, et ça, je l'avais bien en tête également au début du webinaire. Cette formation s'adresse également à elle. Parce qu'en fonction de sa taille d'entreprise, si on est une PME, on n'aura peut-être pas forcément ce luxe d'avoir une équipe dédiée HSE, mais effectivement, quand on est dans un grand groupe ou même dans le secteur industriel, tel que j'ai pu l'épouser à un certain moment de ma vie, et bien effectivement, oui, on a des équipes dédiées et bien sûr, HSE est au centre de ça, et également avec RH. Donc, une des questions, donc par exemple, les managers sont très exposés, on leur en demande beaucoup sur cette période, on leur en demande trop. Par exemple, des webinaires, des formations, du télétravail, des changements de posture managériale, sur sollicitation. On sent l'épuisement dans la question. Ce sont les profils les plus exposés pour moi. Donc, oui, Aude, oui. Alors je suis d'accord. Je suis d'accord avec. Je pense que beaucoup de métiers sont extrêmement exposés aujourd'hui. Oui. C'est un amplificateur. Avant la crise Covid, les managers étaient un public également exposé à l'épuisement professionnel. C'est pour ça qu'il y a vraiment une vigilance à avoir vis-à-vis de soi et encore plus de pouvoir vraiment poser ses limites. Pour pouvoir prévenir d'abord son propre épuisement avant de prévenir l'épuisement de ses collaborateurs. Ça, c'est un premier point pour moi qui est essentiel, de pouvoir poser ses limites. Et ce n'est pas toujours évident dans ce contexte Covid où on nous en demande encore plus et où l'organisation ne va pas forcément elle-même mettre les limites. Donc, dans certains contextes, c'est d'abord à nous-mêmes qu'on doit le faire. Et ça demande d'avoir du courage aussi pour poser les choses et l'exprimer.
Surtout que le management est quand même en première ligne, en fait, pour impulser, que ce soit dans un contexte complètement standard, hein, on va dire hors Covid, que dans le Covid. Donc, effectivement, il y a une sollicitation du management, et c'est pour ça qu'on a fait une slide spécifique hein, sur le manager, comment lui-même doit vraiment être vigilant sur ses propres signaux. Et moi, j'ai pu le voir hein, parfois en recevant un email d'une personne avec qui ça se passait très bien. D'un seul coup, j'ai compris qu'il y avait un ras-le-bol dans l'email que je recevais, qui n'était absolument pas personnel, mais voilà, où d'un seul coup, il y avait une amplification qui était là, une fatigue qui était là à travers cet email. Et effectivement, on sent que le management est sollicité, mais il faut aussi pouvoir lui donner les moyens pour pouvoir le former, comprendre ce qui se passe, tant pour ses équipes que pour lui-même. Donc, c'est vraiment oui, c'est ça, très important. C'est exactement ça. Alors, les questions. Tu nous parlais de la joie, comment concrètement générer de la joie au quotidien, au travail? Non, mais c'est extrêmement drôle parce que ça dépend des contextes hein, dans lesquels on travaille et si tout le monde est en télétravail, mais s'autoriser aussi à avoir une forme d'humour par rapport aux situations de travail qu'on vit me semble important. Je ne vais pas donner des exemples, mais on peut aborder les sujets avec un certain décalage. Alors, c'est vrai qu'on pourrait donner plein d'exemples, mais là, je n'ai pas les contextes de travail de chacun. Mais en tout cas, on a besoin de rire. Et ça, c'est un vrai carburant. Donc, c'est à chacun de faire preuve de créativité. Et c'est vrai qu'en ce moment, comme on est un petit peu épuisé, on manque de créativité. Donc, il faut prendre ce petit recul, ce petit temps pour se dire qu'est-ce que je peux amener pour aujourd'hui rire ou amener un décalage qui me permette de me redonner de l'énergie et du carburant. Voilà, la joie est un vrai carburant. Tout à fait. Et par exemple, un temps de formation, un temps de sensibilisation qui va réunir les équipes autour de son manager ou réunir des équipes transverses peut donner lieu à une certaine joie, la joie de réapprendre des choses nouvelles, la joie de partager à nouveau, d'avoir du lien social et surtout de prendre de la distance à nouveau avec son travail. Et ça peut être, par exemple, un levier. C'est ça, c'est temps informel. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le réel du travail, dans le prescrit. Hein. C'est vrai que le télétravail fait qu'on voilà, on va être beaucoup dans le reporting, dans les process, etc. On a besoin de se retrouver justement dans ces temps de pause, de comment ça va, de ces temps informels qui redonnent du lien, du collectif, de la joie, parce qu'on a besoin de se retrouver et puis juste de retrouver le contact humain et la joie d'être ensemble. Alors, on a eu également une question, comment favoriser l'expression des émotions en interne dans ce contexte particulier, des exemples d'outils. Oui, on avait parlé ensemble du comment ça va, hein, du coup de fil comment ça va, qui est important. C'est vrai que aujourd'hui, moi, ce que j'ai remarqué en formation, en tout cas, il y a une vigilance à avoir, c'est que parfois, certaines personnes qui ne sont plus vraiment, qui n'ont plus suffisamment ce temps hein, pour pouvoir parler du comment ça va, vont ne plus avoir justement ce filtre émotionnel. Et donc, parce qu'il y a vraiment un besoin d'expression important. Donc, parfois, les managers ou les responsables hiérarchiques vont avoir un peu peur d'y aller en disant comment mettre mes limites, parce que si j'ouvre la boîte de Pandore, tout va s'exprimer. Mais souvent, la personne, justement, à partir du moment où on lui demande comment elle va, et qu'on met justement les limites, hein, on demande précisément dans le travail et qu'on est dans le contexte de travail. Et si elle a des difficultés, elle abordera hein, ces difficultés qui peuvent être de l'ordre personnel, mais il est important de délimiter aussi, puisque face à l'expression des émotions, on peut avoir aussi en face des personnes qui ne vont pas bien du tout, hein, ce qu'on peut comprendre. Et là, il faut pouvoir justement mettre ses limites et orienter vers les ressources pour que ces personnes puissent retrouver l'équilibre. Et ça, c'est aussi l'autoriser, c'est-à-dire que c'est important de dire c'est normal dans cette période de ne pas aller très bien ou d'être fatigué ou d'être anxieux.
de légitimer et d'autoriser, c'est une bonne porte d'entrée aussi, pour que les personnes osent. Ouais. Et d'ailleurs, on a un commentaire qui marque moins N plus 1 ne m'appelle jamais, comment le lui dire. Peut-être aussi qu'il n'est pas bien, manager, ou je sais, parce qu'après, c'est aussi, c'est ça aussi tout l'enjeu de la formation, c'est de se dire comment je dis à l'autre, j'ai besoin de toi et j'ai besoin de ce contact. Mais aussi savoir détecter que peut-être ce contact, l'autre n'est pas plus en capacité de le donner. Ah mais complètement. Oui, oui, mais là on vit actuellement une période où tout le monde peut être impacté et c'est vrai que c'est extrêmement difficile de prendre soin de l'autre ou de pouvoir l'accompagner si soi-même on n'est pas bien. Et c'est là où les différents mécanismes de défense de chacun, certains peuvent être dans le repli encore plus d'eux-mêmes, d'autres dans une hyperactivité excessive. Donc il faut pouvoir aussi le voir et être vigilant. Tout à fait. Mais c'est vraiment un travail d'aller-retour constant, de vigilance constante vis-à-vis de soi et des collaborateurs qu'on accompagne. Et c'est très important parce que là on parle beaucoup, on a beaucoup parlé face aux risques psychosociaux de collaborateurs qui manquent d'autonomie au travail et qui ont besoin de cette autonomie. Mais là, dans le télétravail, parfois, ils en ont trop d'autonomie et ils ont besoin d'être accompagnés et cadrés. Donc, voilà, trouver ce juste équilibre. Voilà, après, donc la dernière question, un levier de prévention efficace ne réside-t-il pas dans l'organisation d'un retour partiel sur site tout en garantissant une sécurité, bien sûr, sanitaire optimale au bureau? C'est un peu ce qu'on se disait, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où on est obligé de s'adapter. On a toujours des injonctions contradictoires, entre le sud de la France qui va être confiné le week-end. Là, on se demande si les grandes agglomérations ne vont pas l'être non plus. Enfin, on est en perpétuelle adaptation. Donc, oui, effectivement, il peut y avoir des temps sur site, avec effectivement, mais pas tout le temps, et avec tout ce qui va bien, tous les attendus, effectivement, des protocoles sanitaires qui doivent être mis en place. Et je pense qu'à terme, c'est ce qu'on disait, c'est que le curseur entre le présentiel, le distanciel, est en train de commencer à se dessiner. Mais il est encore très peu mature. Hein. Non, mais c'est très important ce que vous dites parce qu'on voit à quel point les personnes, les collaborateurs sont en attente de se retrouver, de pouvoir remettre du lien, du collectif. Et là, pour être dans les bureaux, on le voit à quel point les personnes qui peuvent revenir au bureau sont heureux de se retrouver, de retrouver ce lien avec bien sûr les mesures d'hygiène. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver et c'est important pour justement de revenir voilà, quand on peut le faire dans le bureau pour pas justement être trop dans l'isolement et que les peurs deviennent parfois chez certains salariés des peurs et une anxiété très forte de sortir de chez soi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il est 15h02. Oui, une dernière, une petite pour la route. Une petite pour la route, voilà. Une pour, si les RH sont en épuisement, vers qui se tourner? Alors après, qui dans les ressources humaines, ça peut aller du DRH, RRH, jusqu'à évidemment l'assistante, etc. D'abord, c'est vers le manager, donc effectivement, et puis en bout du bout, je dirais, bien sûr, hein, c'est dans le plan de prévention, dans la formation, c'est se dire, est-ce qu'il y a un référent santé? Est-ce que effectivement la médecine du travail peut aider? La médecine tout du simplement. Travail. Le psychologue du travail qui peut également intervenir. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre ses propres signaux pour pouvoir s'arrêter à temps. Et pas être comme la petite bougie qui brûle des deux côtés. C'est ça. Non, mais c'est très important. Et puis, c'est vrai que le médecin de prévention, j'aime bien l'appeler le médecin de prévention, parce qu'il agit en prévention aussi. Il peut faire des visites au niveau des bureaux ou en tout cas analyser un peu plus l'activité du travail. Et ça, c'est très important aussi
Mais quoi qu'il en soit, c'est important d'agir à tous les niveaux de la prévention. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau du travail pour prévenir ces signaux? Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Écoutez, vous avez plein de questions, mais on ne pourra pas répondre à toutes. On a essayé d'en prendre quelques-unes pour effectivement commencer un petit peu c'est un grand sujet, à vous partager, effectivement, et c'est un grand sujet, Aude, il faudrait une série. C'est un ciné, voilà. Donc, on va vous remercier avec Aude de votre écoute et puis de l'intérêt que vous avez porté, que vous nous avez témoigné à travers vos questions sur le sujet. Et encore une fois, Aude, donc toi, tu es vraiment en formation sur Oui, puis on est tous en formation sur ce sujet. Alors, par contre, je suis vraiment en formation, mais je dirais, voilà, on est tous des acteurs de prévention. C'est ça que je voulais dire, pardon, de la prévention de l'épuisement. Et c'est important d'agir tous sur ces signaux. Voilà. Donc, on va vous souhaiter une bonne après-midi. Prenez soin de vous. Oui, ça fait l'effet miroir, très bien. Et puis, écoutez, on espère que ce webinaire va vous donner de belles idées pour des clés pour agir. Et vos collaborateurs et des clés pour agir. Voilà. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Vous pouvez